Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du LTP Demande Conseil. Je pars à la rencontre d'experts pour comprendre et apprendre les problématiques rencontrées dans le trail. Et le sujet du jour est le suivant, trail et sécurité en milieu montagnard avec Fred Bousseau. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Alors ce soir je suis avec Fred Bousseau, accompagnateur de moyenne montagne. Fred, je te remercie énormément de nous rejoindre de nouveau sur le podcast Let's Trail. Nico, merci à toi, merci à tous ceux qui nous écoutent. Et effectivement, oui, j'ai aussi cette casquette, comme tu l'as précisé, d'être accompagnateur en moyenne montagne. Dans un premier temps, Fred, est-ce que tu pourrais te présenter ou te représenter en quelques mots pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode dans lequel tu es sur le LTP? Alors ouais, on avait fait un premier épisode ensemble il y a quelques semaines, après le confinement, il me semble. C'est ça. Et donc, je suis rédacteur à Trail Endurance Mag. Je suis dans le milieu du trail depuis près de 20 ans. Par le passé, j'avais une entreprise de structure gonflable, donc de signalétique événementielle. Et je suis depuis un peu plus de 15 ans accompagnateur en moyenne montagne. J'exerce peu, mais régulièrement quand même, à la fois sur des stages de trail que j'ai encadrés, à la fois sur des classes, à la fois sur des randos avec du grand public ou des randos privés. Je suis souvent en renfort dans des bureaux des guides ou auprès de gens qui ont besoin. Voilà, c'est une activité qui me plaît parce que j'aime bien ce contact avec la clientèle de la montagne, parce que ça permet d'échanger sur le milieu et aussi, je pense, sur pas mal de thématiques qu'on va aborder ce soir sur la sécurité, l'engagement en montagne, les risques, la prévention. C'est parfait, je te remercie. Avant de commencer donc sur le sujet, j'ai souhaité faire un épisode spécialement consacré à la sécurité en milieu montagnard. Et à dire vrai, l'idée m'est venue à la suite de l'écoute d'un podcast que je pense certains connaissent, c'est le podcast de Nakan, le podcast Nakan animé par Greg et Hermano, donc je leur fais un petit coucou. Et c'est lors d'un de tes passages dans leur podcast qu'il m'est venu l'idée de parler plus en profondeur de cet aspect qui pour moi est très important. Déjà Fred, est-ce que tu peux nous parler de ta formation d'accompagnateur en moyenne montagne? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi a consisté cette formation, combien de temps elle a duré, etc. Alors moi, je l'ai passé il y a un peu plus de 15 ans, même maintenant pas loin de 20 ans. La formation consiste en plusieurs modules, hein. Donc le premier, c'est d'être titulaire du brevet d'état de secourisme, du diplôme de secourisme, de s'inscrire, de réaliser un certain nombre de randonnées en milieu montagnard, soit estival, soit hivernal, pour pouvoir présenter ce qu'on appelle une liste de courses en tant que candidature. Et ensuite, on est retenu ou pas, et du coup, on intègre ce qu'on appelle le probatoire. Alors, le probatoire, moi, quand je l'ai passé, c'était 2 jours. On passait une première journée avec une rando qui dure à peu près 6 heures, avec un sac de 11 kilos minimum sur le dos. Et sur cette partie de randonnée, nous, on avait une partie technique. En fait, on descendait dans un couloir, souvent un peu engagé, pierreux, rocheux, herbeux, et dans lequel on avait un jury qui évaluait notre agilité à évoluer dans ce type de terrain. Donc ça, c'était le premier jour. Et le deuxième jour, on avait une course d'orientation et un entretien. Aujourd'hui, le probatoire a un petit peu changé. Il y a toujours la marche dans laquelle est intégrée l'orientation. Et le lendemain, il y a un QCM. C'est-à-dire que le parcours technique évalué n'y est plus et l'entretien n'y est plus. Pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui, j'ai aussi intégré depuis quelques semaines le jury national des examens, en fait, d'accompagnateur en montagne. Donc j'ai très peu communiqué dessus et je souhaite pas communiquer, mais j'en informe parce qu'il n'y a rien de secret là-dessus non plus. Et effectivement, je fais partie maintenant du jury et on réfléchit aussi un petit peu à pourquoi pas réintégrer la partie technique sur l'évaluation, parce que c'est vrai que ça fait partie aussi du milieu que de savoir évoluer sur tout type de terrain par toutes conditions et de pouvoir évaluer des candidats là-dessus. Voilà. Et puis après, la formation dure entre 2 et 4 ans maximum avec différents UF, donc unités fondamentales, qui sont à la fois sur
le milieu montagnard dans sa globalité, hein, à la fois la géologie, la météo, la lecture de paysages, l'histoire, à la fois les fleurs. Donc il y a certains modules qui sont évalués, d'autres qui sont juste à titre de formation. Facultatif. Il y a aussi un module sur la moyenne montagne enneigée l'hiver qui est très très dur, puisqu'aujourd'hui c'est un des gros facteurs d'accident, hein, la neige, hein, et la pratique de la raquette à neige. Donc connaître les avalanches, les risques et tout. La météo aussi, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement le risque météo avec les orages est très important. Donc voilà, cette formation dure 2-3 ans. On a aussi un stage en situation, on doit rendre un mémoire. Et après, il y a un stage final qui permet d'obtenir le diplôme d'État, puisque maintenant, c'est passé d'un brevet d'État à un diplôme d'État, avec un nouvel UF depuis 5 ans à peu près, qui est l'UF 5, et qui parle notamment d'entraînement, et justement pour la partie trail, en fait. Voilà. Et cette formation qui dure 3-4 ans, tu disais, c'est pas à temps complet, non? Tu l'as fait en parallèle de ton autre activité. Alors, il y en a qui font ça comme une reconversion, hein, donc elle peut aller beaucoup plus vite quand on le fait en reconversion, parce que effectivement, on peut cumuler un module stage estival, stage en situation avec un autre accompagnateur, et puis enchaîner avec un stage hivernal derrière. Donc, c'est vrai qu'on peut la faire rapidement en 2 ans. Si on prend son temps, on peut passer beaucoup plus de temps, mais oui, on peut la faire assez vite si on veut. Et une fois qu'on a passé le fondamental, enfin moi c'était comme ça à mon époque, on devient accompagnateur stagiaire, donc on peut tout de suite encadrer des gens avec un certain nombre de prérogatives. Donc on peut, comme le monitorat de ski ou l'aspirant guide pour la haute montagne, on peut très vite encadrer contre rémunération. Voilà. D'accord. Toi qui es quand même issu de la montagne, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non, non, moi je suis originaire de Nantes à la base, mais Ah ça oui, fait mais t'as près de quand même. 25 ans que j'habite en montagne. Ouais. Voilà. Tu as passé cette formation après avoir fait tes premiers pas en montagne. Qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de connaissances? Tu t'es rendu compte que tu ne connaissais pas grand-chose? Non, non, c'était pas ça. C'est que justement, je pratique la montagne depuis l'âge de 2-3 ans. Et j'ai vraiment évolué dans ce milieu, au début avec mes parents et après tout seul. J'ai fait beaucoup de sorties dans les Pyrénées, beaucoup de trucs dans les Alpes. Et en fait, j'avais une envie, un besoin d'apprendre plus sur la montagne. Et j'avais fini mes études en économie et je me disais que le seul moyen en fait de me pousser pour approfondir ces connaissances, notamment moi ce qui m'intéressait c'était beaucoup la météo et la nivologie, en fait l'étude de la neige. Et je me disais que pour apprendre il fallait aller sur le terrain, aller avec des experts de ces univers-là. Et en fait je me suis dit le meilleur moyen d'y aller c'est d'avoir une échéance à terme, donc un diplôme, et donc d'avoir des examens, d'avoir des cours régulièrement. Et donc je me suis dit, tiens, allez, je m'engage dans cette voie du brevet d'état d'accompagnateur. Et ça t'a apporté quoi globalement par rapport à ton approche de la montagne? Ça a changé ton approche de la montagne? Ça n'a pas changé mon approche de la montagne, ça m'a apporté beaucoup de connaissances, notamment oui, au niveau de la flore, Mhm. au niveau de la météo, au niveau de gens que j'ai rencontrés qui étaient super intéressants, hein. Donc nous, on en parlera tout à l'heure, mais on est vraiment sur un univers moyenne montagne. J'ai rencontré des gens qui traquaient l'ours dans les Pyrénées, donc des gens passionnants. J'ai rencontré des gens aussi au niveau nivologie, au niveau secours en montagne. Enfin, il y a aussi, j'y pense parce que c'est quelqu'un qui pourrait vraiment t'apporter des grosses connaissances sur le secours. C'est Michel Lannes qui lui est un expert dans cet univers-là. Et effectivement, S'il m'entend, Michel, tu es le bienvenu dans le LTP. c'est quelqu'un qui pourrait vraiment parler de toute la partie secours, de la partie procédure, parce qu'il est gendarme, donc il a toute la partie juridique aussi, que moi je connais moins. Mais effectivement, tout ça, c'est très intéressant et ça m'a apporté en fait une connaissance générale que j'aurais peut-être pas eu tout seul, et puis des rencontres. Et puis à titre personnel, j'avais choisi de faire mon mémoire sur les plantes médicinales et culinaires de montagne. Donc j'ai fait ce mémoire sur pas mal de plantes. J'ai rencontré des bergers, c'était une rencontre très intéressante parce que souvent les bergers connaissent les plantes, en ont une utilisation, soit pour eux, soit pour leurs brebis, soit pour leurs vaches, mais ne connaissent pas le nom de la plante en fait. Ils disent D'accord. ah oui, cette fleur-là,
cette herbe-là, je la donne aux brebis. Par exemple, à tel moment, si elle a une infection au pied, je lui donne ça. Ah, je lui dis, bah oui, bah ça, c'est telle plante. Voilà. Donc ça, c'était des échanges très intéressants. Donc moi, j'ai fait mon mémoire là-dessus et j'ai été passionné par ça. J'ai eu en plus, quand je l'ai rendu, on m'a dit, ah oui, mais vous pourriez presque en faire un petit livre de votre mémoire. Mhm. J'ai pas perdu l'idée de faire ça un jour. Et c'est vrai que j'ai un peu poussé au fil du temps mes connaissances. Et c'est vrai que tous les jours, enfin pas tous les jours, mais quand je vais en montagne en période estivale, ça me plaît de voir une plante que je connais pas et d'en chercher à la limite si c'est médicinale ou culinaire. Bah, pourquoi pas de la faire sécher, pourquoi pas de m'en servir en cuisine, voilà. Bah après, le problème avec les plantes, le nom des plantes, c'est que c'est souvent en latin, si je dis pas de bêtises. C'est en latin comme les champignons, C'est ouais, ça. pareil. Et c'est là que Mais c'est là que bon, ça se complique. il y a des très bons guides, hein, si on prend les guides chez Delasso NSC, les guides suisses, on a tout et aujourd'hui on arrive vite à recouper, à faire des recherches intéressantes et voilà, ça m'a apporté ça et aujourd'hui, bah, je continue à me dire chaque année, j'essaie d'apprendre deux, trois nouvelles plantes ou un ou deux nouveaux champignons. Puisque c'est la pleine période en ce moment, on est au mois d'octobre, donc j'ai découvert récemment les russules verdoyantes. Voilà. Si vous ne suivez pas Fred, allez sur son profil Facebook et vous verrez de nombreux champignons et de nombreuses plantes. Une fois ce diplôme en poche, tu as exercé du coup de manière récurrente ou c'était de manière isolée? C'était de manière isolée, j'en ai jamais fait mon métier à proprement parler comme certaines personnes le font. En fait, parallèlement à ça, j'avais créé un gîte dans les Alpes, hein, dans les Aravis. Donc j'avais un gîte et il y a à peu près 15 ans en arrière, on était un des premiers à faire des stages de trail. Voilà. Donc dans le gîte, on encadrait des stages qui étaient co-animés avec notamment un des premiers à avoir fait ça aussi, c'était Seb Chéniaud. Hein. On faisait des stages pour 7-8 personnes dans les Aravis où on faisait stage monté, travail de descente, travail technique, planification d'entraînement. Voilà, on avait été sans doute dans les précurseurs de ces stages en situation. Et bon, alors chose importante, hein, c'est qu'effectivement, moi, j'avais la qualification pour l'encadrer Pour encadrer ça. et qui effectivement, en cas d'accident, on y reviendra, mais te couvre complètement et il faut pas négliger cet aspect-là parce que une année, effectivement, on a eu un accident bénin, en plus avec un copain qui était venu avec nous sur un stage où Seb était là. Et en fait, il est tombé bêtement dans une descente et il s'est retourné le doigt. Et bon, il a fallu faire venir l'hélico. Et Michel Zlan serait le premier à en parler. Et quand l'hélico vient, forcément, leur rôle en tant que gendarme, c'est de demander qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi est-ce que machin, qui est-ce qui est le responsable du groupe, est-ce qu'il est diplômé. Voilà, et il y a à la fois le médecin qui fait son boulot, mais le gendarme fait le sien aussi. Voilà. Ok, très bien. Déjà, quelques termes. J'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait la différence entre moyenne montagne et haute montagne. C'était une histoire d'altitude. Est-ce que tu peux confirmer? Alors, oui et non. Il y a eu un long débat sur ça au niveau de la FFA et du syndicat, notamment des guides et des accompagnateurs qui se sont battus sur la limite en termes de qualification et de technicité de terrain sur la moyenne et la haute montagne. Et un jour est tombée un peu une info que c'était 1000 mètres. Alors effectivement, pourquoi 1000 et pourquoi pas 890 ou 1200? Ça avait aucune valeur, ça avait aucune antériorité, on savait pas d'où ça tombait. L'exemple tout simple, c'est qu'aujourd'hui, on a des sentiers beaucoup plus techniques dans les Calanques à Marseille, Bien sûr. qui sont au niveau de la mer, 30, 40, 50 mètres au-dessus du niveau de la mer, que pour ceux qui connaissent, au Semnoz, au-dessus d'Annecy, voilà, ou au plateau du Revard, au-dessus de Aix-les-Bains, ou dans le Massif central, ou dans le Cantal, ou dans certains secteurs des Pyrénées. Donc la limite d'altitude, elle est pas à prendre en compte. Voilà, c'est plus une limite de technicité de terrain. C'est ce qu'on appelle le milieu spécifique. Mais pour l'altitude, moyenne et haute montagne, on le voit dans la géographie quand on est au collège, hein, souvent, c'est que la moyenne montagne, elle s'arrête en gros
à peu près au moment où commence la haute montagne. Et la haute montagne, alors j'enfonce un peu une porte ouverte, mais la haute montagne, c'est là où vont être toutes les parties minérales, les parties techniques, les parties de rochers, les parties de neige éternelle, ce qu'on peut appeler aussi des névés, ou les parties de glaciers. Voilà. Et en fait, nous, en tant qu'accompagnateurs en montagne, on n'est pas limité à une altitude, c'est-à-dire qu'on peut complètement aller au Kilimandjaro à plus de 6000 mètres ou à la Concagua. On est juste limité à une utilisation de moyens de progression. C'est-à-dire qu'on est censé avoir une corde dans son sac, mais pas une corde de rappel. On est censé avoir un bout de corde, donc qui peut faire 8, 12, 15 mètres maxi, une petite corde fine, qui peut nous servir à éventuellement tenir quelqu'un qui aurait le vertige. Hein. J'ai déjà eu des gens qui avaient le vertige. Quand vraiment ils peuvent pas passer, tout simplement on les attache et puis ils se sentent en sécurité. Ou juste attendre une main courante parce que à un endroit, tout bêtement, on a un sentier qui a été emporté par un torrent ou on a vu les événements autour de Saint-Martin-de-Vésubie. On peut complètement imaginer que ce qui est en bas dans la vallée, eh ben on va avoir des tas de sentiers qui ont été emportés par les torrents. Et effectivement, les accompagnateurs là-bas vont peut-être être obligés d'un moment de tendre des mains courantes entre deux arbres pour faire passer leurs clients. Donc voilà, c'est juste ces moyens de progression. Et dès qu'on a l'utilisation de crampons, piolets, mousquetons, baudriers, qui vont nécessiter une utilisation de moyens techniques pour progresser, nous, on n'est plus dans nos prérogatives. Voilà. D'accord. C'est très simple. Bon, merci d'avoir remis de la clarté dans tout ça, parce que j'étais parti sur une mauvaise piste, parce que on m'a dit récemment que la moyenne montagne c'était jusqu'à 2000 mètres et la haute montagne c'était à partir de 2000 mètres, donc c'est complètement faux. Merci Fred. On va commencer déjà dans un premier temps par essayer de lister quelques-uns des risques potentiels qu'on peut rencontrer en milieu montagnard. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, lister ceux qui te viennent en premier lieu à l'esprit ? En milieu montagnard, la saisonnalité a une grande importance. C'est-à-dire que si on prend la moyenne montagne en ce moment, là, on fait ce podcast, on est au mois d'octobre. On a vu qu'on a eu de la neige de façon très prématurée, là, dès fin septembre. Moi, j'étais en montagne hier, justement, en repérage d'une course, hein, la Sky Race des Matézins, dans la Matésine, au sud de Grenoble. On était entre 1500 et 2300 mètres d'altitude à peu près. Et au-dessus de 2000, on était dans le brouillard, dans la neige, avec des conditions très froides, alors qu'on est juste le 12 octobre. Donc des conditions compliquées, avec beaucoup de vent. Et en fait, d'un seul coup, on a eu un nuage qui est arrivé, on s'est retrouvé dans le brouillard, on n'était pas très proche. Et ça peut être vite des conditions compliquées si on n'a pas cette habitude. Donc ça, c'est la saison. Donc la saison, ça peut être ces périodes un peu changeantes à l'automne. Ça peut être les orages l'été, hein, on les connaît, les problèmes orageux ou la grêle, ou effectivement des épiphénomènes très locaux qui peuvent amener subitement 15-20 cm de neige à un col, et puis 4 km plus loin, il n'y a rien. Et on l'a vu au mois de septembre, là, justement, quand on a vu le col du Glandon ou le col de la Madeleine qui se sont retrouvés dans 30 cm de neige, où personne ne s'est fait prendre. Mais par contre, les animaux, eux, se sont fait prendre. Il y a eu beaucoup de brebis qui sont mortes. Voilà. Et puis au printemps, il y a un autre problème, c'est toutes ces neiges persistantes qui peuvent être plus ou moins épaisses dans des couloirs dangereux, ou tout simplement, des fois, on se retrouve à traverser des névés. Donc des névés, c'est des neiges, de la neige qui reste de l'hiver, qui se tasse et qui disparaît s'il fait suffisamment chaud, mais qui peut rester assez longtemps dans la saison. Et ce névé, souvent, en fait, il se transforme. C'est-à-dire que la nuit, il regèle, et dans la journée, il dégèle. Et c'est vrai que si on est amené à passer très tôt, et des fois, on se fait surprendre, parce qu'on on peut se retrouver. Nous, on est pratiquant de trail souvent. Mais des fois, il suffit de traverser cette langue de neige qui fait 4-5 mètres. Et si effectivement elle est gelée et qu'on n'a pas les moyens pour progresser, on peut vite dévisser, hein, donc tomber. Et je sais qu'au printemps 2020, après le confinement, il y a plusieurs personnes qui, autour de Chambéry-Grenoble, se sont retrouvées. Et c'est fréquent chaque année, hein, des gens qui se retrouvent dans ces situations. Et il y a eu, je crois, 2 morts là, bêtement, en fait, sur des gens qui partent en montagne et qui se retrouvent un peu coincés. Alors on peut aussi se faire coincer par la météo, hein, se retrouver dans le brouillard sur ce type de portion neigeuse.
Et ce qu'on appelle il y a les pentes convexes et les pentes concaves. Hein. Donc la pente concave, on voit très bien, c'est une pente où on va voir la fin. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut faire une cuvette. Donc bon, si on glisse, au pire, on finit en bas de la cuvette, on s'est bien brûlé, on peut taper un rocher, ça peut faire mal. Mais voilà, une pente convexe, eh ben, on n'en voit pas le bout. Donc c'est souvent une barre rocheuse. On tombe, et puis bah, c'est 20, 30, 50, 100, 150 mètres. Et souvent, bah, malheureusement, on en meurt, quoi. Pour coller au sujet du podcast qui est le trail, les risques principaux liés à la pratique du trail running et que toi tu constates par rapport à cette activité-là, ce sont lesquels? Bah, je pense souvent, et je vois aujourd'hui par rapport à la communication sur les réseaux sociaux, je pense que le risque principal, c'est souvent une méconnaissance du terrain, un manque de moyens, c'est-à-dire qu'on voit souvent trop de gens qui partent sous-équipés et, euh, et un manque de connaissance de soi-même, de ses capacités à évoluer en montagne. On peut partir d'un alpage, hein, c'est pareil, hier on était en repérage sur cette course, on s'est retrouvé le matin sur des pentes raides avec de la neige et du givre. Donc au niveau risque de neige, il n'y avait pas de risque. Par contre, on s'est retrouvé dans le brouillard. Donc je sais que Seb, j'étais avec Sébastien Chéniaud, je sais qu'il maîtrise ce genre d'environnement. Moi, je savais parfaitement où on était. J'étais avec Olivier Couder, qui est l'organisateur de la Sky Race, donc on était tout à fait serein. Et l'après-midi, on s'est retrouvé sur une face sud qui, du coup, était complètement dégagée des nuages, puisqu'on était sur un flux de nord. Et on était en plein soleil, complètement dégagé. Donc, effectivement, il faut aussi savoir qu'on peut partir à un moment d'un endroit où il fait grand beau et se retrouver dans un endroit qui peut être complètement hostile. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Les équipements, nous, on est parti hier en conditions quasi hivernales, hein, donc on avait tous une doudoune dans le sac, on avait tous un coupe-vent dans le sac, on avait tous gants, bonnets, et on était tous en vêtements longs dès le départ, c'est-à-dire qu'aucun n'était en short. Voilà. Et puis après, bah, mes connaissances du terrain, hein, c'est aussi savoir dans quel terrain on va évoluer, c'est-à-dire qu'à 2300 mètres, on est aussi dans des zones difficiles parfois. Connaître la météo, voilà, toutes ces choses-là, c'est à prendre en compte si effectivement on veut s'aventurer en montagne. On a eu un très bel été où les gens ont pu en profiter, s'accordant souvent une certaine liberté à la fois dans les modes de progression et dans les équipements à prendre. C'est vrai que moi je le fais aussi, hein, quand je vois qu'il fait grand beau, je pars avec une ceinture, porte-bidon ou avec juste souvent quand même mon coupe-vent et ceux qui me connaissent, ils verront que j'ai souvent aussi une petite pochette isotherme avec une couverture de survie et un sifflet. Non pas que ça puisse me servir à moi, mais je pense toujours aussi que ça peut servir à quelqu'un d'autre que je croise sur le chemin qui est en difficulté. Donc j'ai toujours en gros ce petit minimum, ce qu'on appelle le fond de sac, avec moi. Mais c'est vrai que bon, quand il fait grand beau, on va pas s'empêcher non plus de partir avec un coupe-vent, une polaire, une doudoune, un bonnet et tout. Mais dans ces périodes d'intersaison, il faut vraiment vraiment être méfiant. Et moi, je peux vous dire que hier, on était à 2000-2100 mètres. Et je pense qu'en température ressentie, alors qu'on est le 12 octobre et qu'on est parti en bas, voilà, on s'est presque posé la question si on pouvait pas y aller en short. Moi, j'ai dit non tout de suite, mais je pense qu'en température ressentie, on était à plus de -5. Voilà, entre -5 et -8, quoi. Voilà. J'ai une question qui me vient. Tu sais, il y a souvent ce qu'on appelle les stations de trail, en règle générale dans les stations de ski qui mettent à disposition des balisages pour la pratique du trail running. Là encore, on est dans des domaines, même si ce qui nous est proposé en règle générale par les mairies ou les stations semble balisé et sécurisé. Je pense qu'il faut pas oublier de préciser qu'on est là encore dans un milieu montagnard et que c'est pas parce qu'on est sur un sentier de station de trail, je donne cet exemple, mais il y en a d'autres, qu'on est en sécurité, quoi. Oui, complètement, tu as raison là-dessus. C'est des parcours balisés, comme il y a des sentiers de randonnée, comme il y a des sentiers de VTT, comme il peut y avoir des sentiers équestres dans d'autres sports et tout. Mais il faut pas oublier qu'effectivement, c'est pas parce que c'est un sentier que il faut pas partir avec des éléments de sécurité ou ne pas négliger non plus de se renseigner à l'office de tourisme, de demander à des locaux, de demander à un bureau des guides. Euh, Aujourd'hui, on reprochera jamais à quelqu'un de s'être trop renseigné. Par contre, on peut effectivement lui reprocher de
pas s'être assez renseignés. Et effectivement, en termes de responsabilité, alors quand on est tout seul, on va se dire que on prend ses propres responsabilités. Et je pense qu'il faut pas faire non plus trop le fier face à la montagne. Ça coûte rien d'aller demander à un local, à un accompagnateur, ou si on connaît quelqu'un, tiens, est-ce que tu es passé sur ce secteur-là à cette époque? Comment ça a passé tout? Nous, on le fait régulièrement. Je vois en ski de rando, l'hiver, effectivement, on en parlera tout à l'heure, mais le côté neige, c'est quand même un milieu très hostile, très changeant, très variable, avec les plaques à vent, avec les congères, avec les différentes formes de neige qui existent. Et c'est vrai que nous, l'hiver, on se renseigne régulièrement en se disant, tiens, t'es allé là, comment c'est? Est-ce que c'est plaqué? Est-ce que c'est découvert? Est-ce que c'est bleu, hein? On emploie cette formule-là. Bleu, c'est quand c'est vitrifié et que effectivement c'est dangereux parce que c'est en glace. Donc il faut pas hésiter à se renseigner. C'est absolument pas une honte que d'aller chercher des renseignements. Et de ton point de vue, est-ce qu'il est raisonnable de partir dans un milieu comme celui-ci, seul, sans connaître le terrain? Non, c'est pas raisonnable, c'est évident. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on part effectivement dans les conditions perturbées, on se met en danger. Et il faut savoir aussi, quand on se met en danger, on met en danger les secours. Parce que si on doit aller vous chercher, on met aussi des gens en danger. On va en parler juste après. Ouais. Et aussi, il faut savoir que les secours, même si parfois on peut avoir recours à l'hélicoptère, il y a des fois où l'hélicoptère ne peut pas décoller. Donc après, c'est des caravanes terrestres qui partent. Alors effectivement, il ne faut pas tomber... Qu'est-ce que tu appelles caravane terrestre? C'est des équipes, composées de guides, de secouristes, et qui partent à 3-4 à la recherche soit d'une victime, soit de gens qu'ils ont perdus. Voilà. Donc quand on sait où la victime est, ils montent avec les moyens de secours, médecins et tout, pour chercher les personnes. Quand ils savent pas où c'est, ils partent à plusieurs, à 3-4 équipes, pour essayer de sillonner la montagne. Et effectivement, l'hélicoptère est un outil, mais faut pas se dire qu'à un moment... moi, je l'ai entendu des fois. Hein. De toute façon, si on est coincé, on appellera l'hélico, il viendra nous chercher. Oui, on est en France, on a l'avantage d'avoir le secours gratuit, machin. Mais moi, je me dis qu'on est quand même responsable et on ne doit pas non plus faire n'importe quoi. Donc, il faut effectivement se renseigner avant de partir. Partir tout seul, oui, c'est possible. Comme tu le dis, il y a des parcours balisés qui existent. Les parcours balisés, en général, ils sont entretenus, ils sont sécurisés. Donc, si on prend un parcours bleu parce qu'on estime pouvoir faire 20 km avec 1000 mètres dans un temps de 3-4 heures et qu'on voit que la fenêtre météo est bonne, on y va. Faut absolument pas s'empêcher là-dessus. Si effectivement on n'a pas couru en montagne depuis 2 ans et qu'on veut aller faire un parcours qui monte à 2005-2008 avec un sommet éventuellement si on veut se faire une variante et que la météo est certaine, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut peut-être prendre les infos là où elles sont bonnes à prendre, c'est-à-dire que souvent il y a aussi les bulletins de météo qui sont affichés dans les offices de tourisme ou devant les bureaux des guides ou des fois dans les pharmacies. Donc il faut prendre les infos. Aujourd'hui, on a des applications qui permettent aussi d'avoir des infos. Il ne faut pas compter que là-dessus, parce qu'effectivement, on pourrait en reparler, mais un téléphone, c'est bien, mais un téléphone, par grand froid, la batterie, elle a une durée de vie très limitée. Donc, on peut très vite tomber en panne. Donc, il faut aussi avoir d'autres outils, soit connaître très bien l'endroit où on est, soit avoir d'autres outils pour se repérer et pas se retrouver en danger. Voilà. On va s'étendre un petit peu plus sur les conséquences de ces entre guillemets sauvetages en milieu montagnard. Tu en as parlé. Les secours et notamment le PGHM font énormément de sauvetage à l'année, que ce soit en hiver ou en été aussi. On a une vision de ce que ça représente en termes de pourcentage d'occupation de ces équipes PGHM, les accidents liés au trail. Alors moi, j'ai pas de chiffres précis là-dessus. Il faudrait vraiment se renseigner auprès des instances du PGHM ou du secours en montagne, hein, parce qu'il y a plusieurs organismes qui interviennent. Il y a à la fois le PGHM, donc le peloton de gendarmerie de haute montagne. Il y a la sécurité civile, donc vous les voyez souvent, c'est hélicoptère bleu pour le PGHM, hélicoptère jaune et rouge pour la sécurité civile. Après, sur le terrain, il y a aussi les pompiers qui interviennent. Il y a aussi le secours en montagne. Il y a aussi les équipes du Grimpe, donc c'est des équipes spécialisées au sein des pompiers. Donc il y a
plusieurs équipes qui interviennent, donc je ne sais pas exactement les chiffres des secours, mais oui, effectivement, il y a beaucoup de secours l'été. Michel Lannes, encore, je le redis, mais il pourrait en témoigner, qui vont de la simple entorse du randonneur, effectivement, au trailer qui chute sur un sentier. J'ai pas de chiffres. Les seuls chiffres dont j'ai eu écho, c'est qu'il y a, je crois, plus de morts sur la montagne estivale que sur la montagne hivernale. Donc souvent l'hiver, on entend Les parce que avalanches. c'est toujours impressionnant dans les coulées de neige, dans Ouais. les avalanches, dans les voilà, il y a 30-40 morts, je crois à peu près dans un hiver en montagne sur les avalanches. En En été, c'est France, hein, on est d'accord. Hein. en France, oui, en Et France. l'été, c'est beaucoup plus suivi. Oui, c'est beaucoup plus, ouais. Parce qu'à l'été, il y a à la fois la haute montagne, Mhm. donc l'alpinisme engagé, donc à la fois les grandes voies de rochers, l'alpinisme en neige et glace, et puis à la fois toute la randonnée. Alors il y a aussi, quand je parle des morts, il y a aussi des arrêts cardiaques, hein, des accidents presque du quotidien hein, qui sont imputés. Voilà. Mais il y a plus de décès et plus d'accidents l'été que l'hiver. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que ça représente une opération de sauvetage en hommes et en moyens? Est-ce que tu as une vision, toi? Ça dépend du type de secours. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en France et on a une chance incroyable. Alors, on les connaît. Hein, le secours, il est gratuit. On le sait à la fois en termes de pompiers. Hein, vous avez un accident sur la route, sur la voie publique, chez vous, un accident domestique. Les secours, ils viennent vous chercher. Vous allez à l'hôpital. En gros, tout est gratuit. Le secours en montagne, il est aussi gratuit. En termes de moyens, bah, effectivement, on est dans des régions, alors ici dans les Alpes, qui ont des gros moyens, c'est-à-dire qu'on a des hélicoptères un peu partout. Il y en a à Chamonix, il y en a à Annecy, il y en a à Grenoble, il y en a à Monade. Donc c'est vrai qu'il y a des secours qui peuvent être mobilisés très rapidement. Dans un temps de moins de 10-15 minutes, ils sont sur des lieux. Donc c'est vrai que quand il y a notamment les avalanches, hein, parce qu'on sait que la durée de vie dans un avalanche, c'est moins de 20 minutes en général. Et entre 20 et 30 minutes, on perd à peu près 30% de chances de survie. Voilà. Il y en a qui arrivent à résister plus longtemps, mais donc voilà, il y a des moyens qui sont mobilisés très vite. Bah, les moyens, c'est un pilote d'hélicoptère, un mécanicien, un gendarme et un médecin. Ça, c'est l'équipe la plus souple. Et puis après, bah, s'il faut mobiliser plus, eh ben, ils font des déposes, ils emmènent des secouristes en montagne. Ça dépend du nombre de victimes, ça dépend de la gravité de ce qu'il y a à faire. S'il faut aller chercher des gens en barre rocheuse, ou c'est juste un randonneur qui s'est tordu la cheville. Parce que il y a aussi ça, c'est que on assiste souvent à un excès de l'utilisation des secours. Et pareil, je pense que Michel pourra en parler, que souvent des gens qui se tordent une cheville ou un genou pourrait des fois, moi j'en ai vu, hein, donc je peux en témoigner, mais j'en ai vu, j'estime que des fois on fait appel au secours et à l'hélicoptère de façon un peu trop facile, Mhm. parce que justement le secours est gratuit et qu'on se dit, bon, bah après tout, allez, j'en profite. Euh, bon, On a le on même a cette souci avec chance, les pompiers en ville aussi, hein, c'est un peu le même problème. Hein. c'est le même problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on arrive à, à surutiliser ces moyens. Et effectivement, des fois, bah, il peut y avoir aussi des priorités. Je l'ai vu aussi sur le terrain où effectivement des hélicoptères étaient appelés sur deux secours en même temps. Et en fait, bah, ils déposaient une équipe sur un secours et qui était moins urgent et ils partaient sur un autre parce qu'ils étaient appelés sur une avalanche. Et effectivement, l'avalanche nécessite aussi d'autres moyens, c'est-à-dire que tout de suite, on va en général chercher un maître chien avec un chien d'avalanche. Et puis une avalanche, ça mobilise tout de suite aussi 40, 50, 60 personnes quand on a des victimes qui sont ensevelies et dont on ne connaît pas forcément le nombre, le lieu. Donc vous voyez souvent à la télé bah, une rangée de... Souvent c'est les pisteurs, c'est les accompagnateurs en montagne, c'est les guides et les secouristes locaux qui montent et qui sont avec des sondes d'avalanche pour détecter, pour essayer de voir. Voilà. Donc ça mobilise, une avalanche, ça mobilise tout de suite 30, 40, 50 personnes et de nombreux hélicoptères. Hein. Moi j'en ai vu une l'an passé. Ils ont tout de suite amené deux chiens, trois hélicoptères et il y avait tous les moniteurs de ski qui étaient mobilisés. Heureusement, il y avait personne dessous, mais c'était fermeture de station de ski. En fin d'après-midi, la coulée est partie et ils avaient peur que ça ait enseveli des gens. Et souvent, le problème, c'est sur le domaine skiable, les gens sont pas équipés
ce qu'on appelle les DVA, donc les détecteurs de victimes d'avalanche, qui émettent une onde qu'on peut réceptionner quand on en est équipé. Et en fait, effectivement, les skieurs qu'on est tous quand on va sur un domaine alpin, on n'est pas équipé de DVA. Et donc, ils avaient peur. Et c'est vrai que ça mobilise tout de suite des moyens. Donc, effectivement, ça peut être du simple secours voilà, éventuellement même une ambulance si c'est des pompiers et que ça va près d'un chemin ou d'un accès routier, jusqu'à l'hélicoptère, jusqu'à effectivement des gros moyens héliportés si on est en avalanche avec effectivement beaucoup de victimes identifiées ou parfois non référencées, quoi. Voilà. D'accord. Dernier point, on va parler un peu prévention. Donc tu l'as évoqué tout à l'heure, donc la prévention liée au matériel. Tu as listé un petit peu le matériel utile pour partir en montagne. Le deuxième point, c'est le renseignement auprès des services qui peuvent aider, des personnes qui sont susceptibles de nous renseigner et qui sont compétentes. Est-ce que tu vois d'autres moyens de prévention alors, mis à part le podcast Let's Try et Nakan, est-ce que tu vois d'autres moyens de prévention à mettre en œuvre notamment dans le trail running? Oui, tout à fait, j'en vois. Le premier, c'est de savoir où on va aller, c'est-à-dire effectivement de repérer son parcours, hein. Donc, alors ça peut être sur des applications. Aujourd'hui, il y a des applications qui dessinent des parcours, donc on les connaît, hein, Open Runner, Trace de Trail. Ça vous permet de dessiner votre parcours, donc déjà avoir une première vision de la distance du dénivelé. Ça peut être pas mal. La deuxième, c'est aussi une carte. Alors moi, je suis assez fan de la cartographie papier. J'aime bien lire les cartes parce qu'on voit plein de choses dessus. C'est beaucoup plus grand qu'un smartphone ou qu'une application comme aussi Iphigénie. Donc ça, c'est bien. D'étudier le parcours qu'on va faire quand on ne connaît pas le secteur où on va. D'en parler aux gens. On l'évoquait tout à l'heure, mais d'en parler aux gens du secteur. Donc éventuellement des guides, des gens qui connaissent le milieu, des gens qui courent dans ce milieu-là. Ou à l'office de tourisme ou au bureau des guides. Après, de parler, truc très important, c'est de dire aussi à son entourage où on va aller. Voilà. Et puis après, les moyens qu'on peut avoir avec soi, bah, effectivement, on a tous aujourd'hui notre smartphone, hein, donc ça nous sert à faire des photos, ça nous sert à nous repérer, parce qu'on a des applications de cartographie qui nous géolocalisent avec les GPS. Ça permet de calculer sa distance, son dénivelé, donc ça c'est très bien. De suivre une trace aussi, puisqu'on peut avoir des traces embarquées. Le problème, c'est qu'on est limité en batterie et qu'on peut aussi, pourquoi pas, faire une chute ou casser son appareil. Donc, petite réserve là-dessus. Donc moi, j'ai souvent aussi une montre, parce que la montre, elle a un peu plus de batterie et puis elle donne des informations très riches, hein. Elle donne l'altitude, donc très important. Elle peut donner des informations barométriques. Elle peut donner des informations de distance, de dénivelé. Et puis aussi, on peut avoir un élément important, c'est quand on sait bien s'en servir en navigation, elle peut donner le track-back. C'est-à-dire qu'effectivement, on se retrouve à un sommet, pris dans le brouillard, on veut descendre sur un versant qui est un peu exposé et tout, on voit plus trop bien. Tout l'endroit où on est pris par le mauvais temps. Il suffit d'activer la fonction track-back et on va revenir sur son chemin, en tout cas, ouais. Voilà. Donc ça, et puis après, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est s'il fait grand beau, on va pas non plus se surcharger forcément. Si on part pour 2 heures, on peut prendre un peu à manger, un peu à boire, éventuellement un coupe-vent, pourquoi pas un petit bonnet s'il fait froid ou bon voilà. Mais c'est vrai que dans ces périodes de début de saison et de fin de saison où si la météo est incertaine, moi j'ai toujours un sac, j'ai un tout petit sac qui fait entre 3 et 5 litres, ça dépend de ce que je prends. Mais je peux partir avec un coupe-vent, un bœuf, un tour de cou parce que ça protège bien. Souvent aussi la doudoune parce qu'aujourd'hui on a des petites doudounes qui sont compactes, mais quand on l'a et quand on est à un sommet, on est bien content de l'avoir. Toujours, moi, ce que je disais tout à l'heure, une petite pochette dans laquelle j'ai une couverture de survie, un sifflet. Et puis dans ces saisons qui sont où le jour tombe vite, je prends une frontale. Voilà, je prends une frontale. Donc ce qu'on appelle un fond de sac, hein, c'est un petit peu de ravitaillement, quelques éléments pour se couvrir. Et puis parce que on peut être sûr de soi, mais effectivement on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Il suffit de faire une mauvaise chute, pas être forcément gravement blessé, mais il suffit de
se faire un genou ou de se casser une jambe, hein, tout simplement, ou prendre une pierre sur un bras, ce qui m'est arrivé l'an passé, et on peut être vite coincé. Donc appeler les secours, c'est une chose, mais il faut aussi penser à se protéger en attendant les secours, parce que si on se retrouve par une température froide et qu'on est un peu entre deux moments, parce qu'on n'est pas bien, on sent que la douleur, euh, la douleur est forte et que ça peut nous faire aussi perdre des calories, bah, effectivement, une petite couverture de survie, bah, ça coûte rien, ça pèse 8 grammes, et puis faut pas négliger ça, quoi. Voilà. Ouais, parce que la couverture de survie ne sert pas que pendant les courses, du coup. Elle ne sert pas que pendant les Au courses et contraire. elle ne sert pas non plus qu'à soi. Voilà. Oui. Elle peut aussi servir quelqu'un. Moi, j'ai vu une fois quelqu'un qui s'était fait mal sur le bord d'un chemin. Et ben, je lui ai laissé ma couverture de survie. C'est pareil. C'est-à-dire, ça coûte quoi d'avoir une couverture de survie qui peut sauver quelqu'un? C'est un bien grand mot, mais en tout cas qui peut l'empêcher d'être dans une mauvaise posture. Après, si c'est quelqu'un qui est pris en charge et qu'elle attend juste les secours, ben on lui laisse la couverture de survie, on continue son chemin, et puis au moins on a fait quelque chose. Mais moi, je trouve alors c'est peut-être cette déformation professionnelle de l'accompagnateur, mais j'ai du mal à partir sans rien en montagne, vraiment sans rien. Voilà. Enfin, c'est comme partir faire du vélo sans casque, ou c'est comme aller en voiture sans ceinture de sécurité. Moi, j'ai quand même besoin d'avoir un petit minimum avec moi. Je me sens en sécurité en fait avec ces éléments-là, quoi. Voilà. Bon, bien entendu, très bien. Je veux passer à un sujet un petit peu plus large pour terminer, un sujet un peu poil à gratter en ce moment pour moi, de mon point de vue. Les réseaux sociaux, alors que ce soit Instagram, Facebook ou autre, de par les vidéos qui sont montrées par certains des plus grands athlètes de la discipline, se mettent en scène dans des situations à courir sur des crêtes, dans des situations à haut risque potentiel de mon point de vue. Qu'est-ce que tu penses de cette communication des athlètes? J'ai eu un long débat l'autre jour avec François Lachaud là, qui organise des descentes terribles au-dessus de Passy. Moi, je suis pas contre cette pratique-là. Je pense que c'est une pratique qui doit être encadrée et qui doit être informée. C'est-à-dire qu'on doit vraiment prévenir les gens que cette pratique est vraiment pas destinée à Monsieur Tout le Monde, que qu'elle doit être faite avec beaucoup de recherche auparavant, de travail de terrain, d'avoir une grosse capacité aussi technique. C'est-à-dire que effectivement, un skieur qui fait du freeride, on va pas lui interdire de le faire. Il y a des gens qui sautent des barres rocheuses, qui font des loopings, qui font des saltos sur des barres rocheuses. Sauf qu'il y a eu derrière beaucoup d'entraînement, beaucoup de repérage, beaucoup de préparation physique, une grosse connaissance du milieu, une grosse connaissance de la neige, de la montagne. Il n'y en a pas pour autant qui se blessent pas, hein, mais les accidents sont moindres et je pense que ça génère de très belles images de gens qui courent sur des arêtes et tout. Ça fait rêver, mais je pense qu'il faut vraiment être conscient que ces images qui font rêver sont réservées à des gens qui ont une pratique, je vais pas dire professionnelle, mais en tout cas qui tendent vers une pratique, en tout cas réfléchie, avec une grosse préparation à la fois mentale, physique derrière, et que il faut communiquer là-dessus. En fait, je pense, moi, mon credo, c'est de dire, c'est pas infaisable, mais attention, ne vous engagez pas si vous n'avez pas mis tous les moyens techniques, humains, de sécurité pour vous assurer que vous prenez pas de risques et que vous en faites pas prendre aux autres. Voilà. Je prends cet exemple souvent de effectivement des gens qui sont montés au Mont Blanc en basket ou sur d'autres sommets, parfois très vite, hein, en mode fast hiking. On a vu des records, on les connaît. Je vais citer personne. Il y a des gens qui ont voulu les imiter et malheureusement, il y a aussi des gens qui sont morts en voulant les imiter. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je défends et je défendrai tant que je pourrai. C'est qu'en gros, quand on a 20 ans, 22 ans et qu'on veut imiter un grand athlète qui a fait une chose, on n'a pas le droit de mourir en montagne pour ça. Voilà. On peut se donner les moyens de le faire, l'accident peut arriver, mais en tout cas, il y a des défis qu'on doit se lancer que si on est sûr d'avoir mis tous les moyens pour y parvenir. Et moi aujourd'hui, c'est même pas mourir, mais on n'a pas le droit non plus d'endeuiller sa famille là-dessus.
C'est-à-dire que mourir à 21 ans en montagne en allant défier ce type d'aventure sans avoir mis tous les moyens, avoir considéré tous les paramètres possibles, l'altitude, le risque de glace, le risque de chute de pierre, le risque de dévisser, enfin dévisser c'est tomber naturellement, ça peut arriver, mais enfin je veux dire c'est comme aller prendre une voiture décapotable, sans ceinture, rouler à 180 et se prendre un mur, quoi. Voilà. On sait qu'on va être éjecté. Et effectivement, des gens qui font des cascades, avant de faire des cascades, parce qu'il y en a eu qui ont été faites à ces vitesses-là, ou dans d'autres sports, en kilomètres lancés, en ski, en base jump et tout, c'est des gens qui ont contenu, qui ont maîtrisé, qui ont calculé tous les paramètres et qui y vont pas à l'aveugle. Et c'est ça le message qu'il faut faire passer. Effectivement, c'est beau, c'est générateur de belles images. Mais moi, des fois, quand j'en vois qui effectivement sont sur des arêtes au mois d'octobre, en short, en t-shirt, et qu'on les voit sans rien, sans sac à dos, avec une tenue de base et tout, bah ça me gêne. Ça me gêne parce que je me dis que à la fois ils se mettent en danger, à la fois il y a un risque de mort, à la fois ils vont endeuiller une famille. Je veux dire, mourir à 21 ans, c'est quand même grave, quoi. Enfin, moi, ça me perturbe. Et, et effectivement, ça met aussi en danger des secours. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un vrai message de prévention à faire passer, que il faut s'assurer qu'on est capable de le faire. Voilà. Moi, je te suis là-dessus. Hein. Moi, ce qui me chagrine avec ce genre d'image, c'est que ça a quand même tendance à faire une distorsion de la réalité de la montagne. Et moi, c'est ça qui me dérange en fait. C'est-à-dire que il faut pas, par le biais de ces images, qu'on croit que, comme tu disais, ce milieu-là est un milieu ami entre guillemets. C'est pas un milieu ami le milieu montagnard. Et on peut l'apprivoiser, mais il faut pas que ça devienne, il faut pas minimiser l'endroit dans lequel on est quoi. Les risques que ça incombe. C'est un milieu qui vend du rêve. C'est un milieu qui est très beau. C'est un milieu dans lequel on passe de très bons moments. Et justement, il faut pas que ces bons moments se transforment en drame. Et on voit trop souvent des gens qui jouent avec la limite. Et comme tu le dis, c'est un milieu qui est attirant, mais qui peut être aussi très vite très hostile. Et, et voilà, on peut y laisser sa peau très vite. Honnêtement, partir en été, en pleine montagne, sans équipement, on va se retrouver avec un orage. Au pire, on passe la nuit dehors, il fait 7-8 degrés, on va pas en mourir. Partir à cette saison en montagne, dans les mêmes conditions, passer la nuit dehors, je pense on en meurt. Aujourd'hui, voilà, ça sera une hypothermie, ça sera une mort lente. Mais aujourd'hui, est-ce que on est en mesure, parce qu'on veut imiter tel athlète, ou on veut faire la belle image sur la belle arête et tout, d'aller prendre des risques sans avoir considéré effectivement tout ce que ça pouvait engager derrière? Et est-ce qu'on est capable de le faire pour produire la belle image? Non, ceux qui le font, on les connaît aussi, hein, à la fois en ski, à la fois en VTT, à la fois en trail, à la fois en base jump. C'est des gens qui effectivement sont des experts, sont des grands professionnels de leur discipline, et qui ont passé souvent des mois à la fois à se préparer physiquement, à se préparer mentalement, et aussi à préparer le terrain, à aller repérer les zones où ils vont passer, et pourquoi pas même les travailler, c'est-à-dire travailler, sculpter le terrain pour qu'il soit un peu plus propice à un endroit. Et je pense que c'est ça, et il faut vraiment mettre en garde ceux qui voudraient les imiter, que ça s'improvise pas. Voilà. Ça s'improvise pas, et que souvent on n'a pas droit à l'erreur, ou si on l'a droit à une fois, on n'a pas droit à deux, et qu'il faut vraiment se poser, est-ce qu'aujourd'hui la vie vaut le coup d'aller mourir pour aller faire une belle image sur une arête parce qu'on veut faire la même que celle que le copain? Bah, c'est une vraie question à se poser, ouais. Fred, on arrive à la fin de l'entretien. Merci pour toutes ces informations et tous ces conseils. Est-ce que tu veux aborder un dernier sujet ou quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué par rapport à cet aspect-là? Non, je pense que on a balayé. Je trouve ça très intéressant, et je te remercie en tout cas de me donner la parole là-dessus, et de pouvoir faire un peu de prévention. Alors, je peux être des fois un petit peu radical, mais c'est vrai que c'est à la fois mon expérience de la montagne, mon rôle d'accompagnateur, et encore plus maintenant puisque je fais partie
d'un jury national d'examen. Donc voilà, je suis prêt à en débattre avec plein de gens, j'ai déjà fait. J'ai parfois des idées arrêtées, mais j'ai aussi dans ma vie personnelle des raisons de les avoir, parce que j'ai des gens de mon entourage qui sont morts en montagne. Donc je sais ce que vaut la vie en montagne et les risques qu'on peut y prendre. Voilà, après sur la partie vraiment secours juridique et tout, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir l'avis et l'expertise vraiment, je pense, très poussée de Michel, qui est à la fois secouriste, qui est à la fois trailer, qui est à la fois gendarme et qui est à la fois guide de haute montagne. Donc lui, il présente encore plus de casquettes que moi. Il est tous les jours au cœur de l'action, sur le terrain. Et je pense qu'il est même aussi amené à témoigner de temps en temps devant les tribunaux parce qu'il est expert. Donc je pense que son témoignage apporterait vraiment un niveau supplémentaire à notre échange aujourd'hui. Ouais. Ok, très bien. Eh bien, écoute Fred, merci énormément pour tout ça. Et puis j'espère qu'on se recroisera bientôt sur les sentiers ou en montagne, mais bien accompagné évidemment. Donc merci beaucoup pour tous ces conseils et toutes ces infos. Merci Nico, à bientôt. Ouais, effectivement, sur la montagne, t'es le bienvenu, on peut y aller cet hiver, avec plaisir. Cool. Merci énormément Fred, et puis passe une bonne soirée et à très bientôt. Merci. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité du jour, et je tenais à le remercier de nouveau pour s'être rendu disponible et avoir partagé avec nous toute son expérience. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP Rien de plus simple, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, et sur ces différents réseaux sociaux, vous aurez un lien qui vous permettra de vous inscrire à la newsletter mensuelle que j'envoie tous les mois et qui vous donne des nouvelles du projet et des futurs invités à venir. Comme vous le savez certainement, le LTP est un projet 100% bénévole, et si vous souhaitez nous soutenir ou encore avoir accès de manière anticipée aux épisodes ou à du contenu exclusif, je vous invite à nous rejoindre sur la plateforme Patreon/Let's Try le podcast. Patreon, Patreon. Ce soutien me permettra de pouvoir continuer le projet le plus longtemps possible. J'espère donc vous retrouver pour un futur épisode de Let's Try Podcast, et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut